Alors, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Jocelyn Morisson pour cette conférence. Alors Jocelyn, vous êtes journaliste scientifique, vous êtes auteur, traducteur, et vous êtes également rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Native et qui concerne les peuples autochtones. Donc, votre dernier ouvrage que vous avez coécrit s'appelle Univers Esprit, tout est relié. Et donc, de façon générale, vous établissez des ponts entre la science, la spiritualité et puis la philosophie. Voilà. Donc, tout à l'heure, juste après la conférence, vous dédicacerez votre livre. Alors, ça sera au lieu habituel, donc juste en face du stand de la librairie Chrysalide. Et donc, voilà, je vous laisse la parole pour votre conférence. C'est à vous. Merci beaucoup Laurent. Bonjour à tous. Je ne sais pas si j'ai hérité du micro de Jeanne qu'elle a mis dans son soutien-gorge, mais je vais le garder parce qu'il marchait bien apparemment. C'est relié. Ouais. Eh bien, je remercie les organisateurs, bien sûr, et pour cette invitation. La librairie Chrysalide, il y a plusieurs de mes livres en fait qui sont là-bas, donc vous avez le choix aussi. Et je vais parler, oui, en particulier du dernier qui s'appelle Tout est relié, que j'ai coécrit avec Romuald Le Terrier, qui est un ami. Donc, on a fait 3 livres ensemble. Et lui, c'est un spécialiste du chamanisme d'Amazonie en particulier. Donc, on se complète bien. Hein. On a des approches très, très complémentaires. Et donc, on travaille sur un 4e livre d'ailleurs. Donc, je pense pas que vous ayez pu lire ça parce que c'est pas très lisible. Peu importe. Peu importe. Tout est relié. Donc, mon sujet, en fait, c'est la conscience. Moi, c'est le sujet qui me passionne depuis plus de 25 ans maintenant. Et je vais directement au but. En fait, la conscience, c'est justement le lien fondamental. C'est ça qui relie tout, en fait. Et si on peut dire que dans le monde visible, tout est relié, c'est parce que dans le monde invisible, tout ne fait qu'un. Ça, beaucoup de traditions nous le disent. Ça a été dit ici, ça a été dit par Philippe Bobola hier, ça a été redit aussi par Jeanne. Chacun le dit avec ses mots. Mais c'est vraiment cette idée qu'il y a effectivement un monde invisible et que dans ce monde invisible, eh bien, on suspecte la présence d'une vaste conscience, d'une vaste supraconscience que des traditions ont appelé Dieu et que d'autres traditions appellent autrement. Bon. Mais on retrouve ça dans des spiritualités très anciennes, comme l'hindouisme, bien sûr, le taoïsme, le bouddhisme, etc. On a ça aussi dans les traditions occidentales, hein. À partir de Platon, le néoplatonisme et tout ça, il y a cette même idée que tout ne fait qu'un, tout est un. C'est ça qu'on a voulu explorer un peu dans ce livre, Tout est relié avec Romuald, c'est cette espèce de promesse, tout ne fait qu'un, tout est un. Et pourtant, on se sent séparés les uns des autres, on se sent individus, et il y a des bonnes raisons pour ça. C'est important aussi de se connaître en tant qu'individu. Mais effectivement, toutes les traditions nous disent ça, tout ne fait qu'un. Donc moi, je me suis intéressé à la conscience, en fait, à partir de ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Puisque j'ai découvert le phénomène de l'expérience de mort imminente donc quand j'avais une trentaine d'années, et ça a été un bouleversement pour moi parce que j'avais fait des études de sciences de la vie, et j'avais une vision très cartésienne, comme on dit, très rationaliste des choses. Mais quand j'ai lu ces témoignages, ça a réveillé des souvenirs d'expériences d'enfance, et notamment beaucoup de rêves lucides que j'avais fait. Donc c'est juste pour vous dire que j'ai un petit vécu aussi dans la matière, des rêves lucides beaucoup, des expériences de sortie de corps un petit peu, et puis des états qu'on appelle aujourd'hui expansion de conscience, des choses où on a la sensation justement de ne plus avoir de limites corporelles, de fusionner avec ce qui est autour de soi, etc. Donc aujourd'hui, ce sont des états qui sont reconnus, qu'on ne parvient pas à expliquer, et surtout que les neurosciences n'expliquent pas du tout, et que les neurosciences ignorent fondamentalement. Puisque la question de la conscience, c'est une question scientifique, oui, mais c'est d'abord, presque avant tout, une question philosophique. Et malheureusement, les neuroscientifiques ne sont pas nombreux à avoir cette approche qui mêle la philosophie et la spiritualité,
à leur démarche scientifique. Donc c'est ça qui fait qu'on est confronté à des grandes difficultés aujourd'hui. Et le fait est que la question de la conscience, aujourd'hui, c'est un grand mystère en science. Et c'est un grand mystère en neurosciences, mais c'est aussi un grand mystère en physique. Parce que, vous le savez, et je vais en dire quelques mots, la conscience joue un rôle aussi dans les expériences de physique quantique, même si certains veulent évacuer cette question-là. Alors, il se trouve que justement, il y a eu une grande réunion là au mois d'août dernier, aux États-Unis, à New York, organisée par une société savante, donc c'est la Société pour l'exploration scientifique de la conscience, quelque chose comme ça, où il y avait un peu tout le gratin des chercheurs en neurosciences et aussi quelques philosophes quand même sur donc la question de la conscience. Et cette réunion, il y avait notamment David Chalmers, donc qui est un philosophe australien qui a posé très tôt, c'est-à-dire que dans les années 70 déjà, ce qu'on appelle le problème difficile de la conscience. Je vais y revenir, mais pour aller vite, c'est ce que ça nous fait à nous d'être conscients. Donc en fait, ça a l'air d'être simple, mais c'est extrêmement compliqué. On appelle ça le problème difficile de la conscience. Et donc David Chalmers était présent à cette réunion, et il y avait aussi donc un éminent neuroscientifique qui s'appelle Christoph Koch, K-O-C-H, je crois qu'on prononce Koch, qui est le fondateur d'un institut de recherche à Seattle. Et ces deux personnes-là avaient parié il y a 25 ans que, donc, d'ici 25 ans, les neurosciences pourraient expliquer ce qu'est la conscience. Donc Chalmers avait parié que non, et Koch avait parié que oui. Donc Chalmers a gagné, et il a gagné une belle bouteille de vieux Porto, de vin de Madère ou quelque chose comme ça, qu'on lui a remis sur scène donc à cette occasion-là, à l'occasion de cette réunion à New York. Et effectivement, les neuroscientifiques sont obligés d'admettre qu'ils n'ont pas d'explication pour la conscience. D'autant plus que ce que eux cherchent à expliquer, en fait, c'est pas ce que cela fait d'être conscient, c'est qu'est-ce que c'est qu'être conscient par rapport à être inconscient. C'est tout ce qu'ils cherchent à expliquer. C'est pas la même chose, on va voir, parce que on sait qu'il y a beaucoup de choses dans le cerveau qui se passent qui sont inconscientes. C'est-à-dire que ça ne vient pas dans le registre de la conscience. Beaucoup de choses qui sont automatiques, en fait. Et donc, les neuroscientifiques, essentiellement, ils travaillent à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on devient conscient de quelque chose. Et donc, lors de cette réunion, il y avait deux grandes théories qui s'affrontaient, en fait. Il y a plein de théories, mais il y en a deux principales qui sont mises en avant par les chercheurs. Et il y en a une qui est due à un neuroscientifique français célèbre qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui n'est pas nouvelle, mais qui continue à tenir la corde, on va dire. Qui s'appelle la théorie de l'espace de travail global, dont on peut dire quelques mots quand même. C'est que bon, bah voilà, la conscience, c'est ce qui se passe quand le cerveau intègre un certain nombre d'informations, traite les informations sensorielles, et puis nos souvenirs, et puis nos sensations, nos émotions, et puis nos idées, etc. Et que donc le cerveau fait la synthèse de tout ça, et puis il en sort une expérience de la réalité, une expérience du monde. Et donc, eux disent, il y a quelque chose qui se passe à l'avant du cerveau qui fait qu'on devient conscient. Ça, c'est leur théorie. Il y a quelque chose qui se passe devant. Et l'autre théorie, qui s'appelle la théorie de l'information intégrée, elle dit des choses à peu près semblables avec des nuances, mais elle dit, il y a quelque chose qui se passe à l'arrière du cerveau et qui fait qu'on devient conscient. Donc, vous voyez où ils en sont. Les neuroscientifiques aujourd'hui, ils en sont à dire, on pense qu'il se passe quelque chose devant, les autres disent, non, non, il se passe quelque chose derrière. Et voilà, on devient conscient. Grosso modo, ça veut dire qu'ils ne savent pas du tout ce qui se passe, clairement. Donc après des décennies de recherche, des millions de dollars investis là-dedans, on en est là, quoi. Les neurosciences en sont là. En même temps, il y a eu des progrès de fait quand même, hein, notamment sur les états de coma, par exemple, avec des équipes à Liège en particulier qui ont fait vraiment un boulot très important pour se reconnaître des états de conscience minimales, etc. Donc c'est des progrès, c'est des choses qui sont importantes quand même, hein. Mais on peut résumer les choses avec une citation d'une grande neuroscientifique de l'université de Oxford, qui
qui s'appelle Suzanne Greenfield, qui a dit que le passage de l'activité des neurones dans le cerveau à la conscience, c'est comme la transformation de l'eau en vin. C'est-à-dire, c'est un miracle. Donc vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire. Et bon, bah, il faut encourager tous ces gens-là, bien sûr, mais il faut surtout comprendre que la conscience, c'est pas juste être conscient. La conscience, c'est une question plus philosophique, comme je disais, que scientifique. La conscience, c'est ce que cela nous fait d'avoir une expérience du monde. En philosophie, on ne dit pas la réalité, le réel, on dit plutôt le monde, tout ce qui apparaît. Voilà. Donc d'avoir cette expérience. Qu'est-ce que ça nous fait d'avoir cette expérience? Et justement, le problème difficile de la conscience, c'est que je ne peux pas savoir quelle est votre expérience, par exemple, de la perception de la couleur rouge par rapport à la mienne. Peut-être que vous voyez quelque chose que moi j'appellerais du vert, et que par convention, on appelle tout ça rouge, mais on ne peut pas avoir accès à l'expérience de l'autre. En fait, on n'a pas accès à l'expérience à la première personne de l'autre. Ça a l'air trivial, mais en fait, c'est extrêmement important, parce que le meilleur moyen de connaître la conscience, c'est de l'explorer en soi-même. Et c'est pour ça que justement les traditions d'Inde et d'Asie, etc., en savent beaucoup plus que nous sur la conscience, parce que eux, ils font ça par la voie de l'introspection depuis des millénaires, disons. Donc ils ont développé tout un tas de théories, c'est très détaillé, très fouillé, etc. Et bah, clairement, oui, ils sont plus avancés que nous dans la connaissance de ce qu'est la conscience. La conscience, on peut dire aussi, c'est que c'est pas quelque chose qui apparaît, c'est ce par quoi tout apparaît. Ça, c'est le philosophe français Michel Bitbol qui dit ça. La conscience est ce par quoi tout apparaît, c'est ce sans quoi rien n'apparaît. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réel. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de matière. Il n'y a rien du tout. Donc il faut une conscience d'abord. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs en sciences, en philo aussi, mais des gens qui ont une ouverture spirituelle, on va dire, même s'ils restent minoritaires, qui nous disent que la conscience, en fait, elle est première. Elle est nécessairement le socle, le substrat de la réalité. Et là, c'est un renversement complet de paradigme, bien sûr, parce que dans la vision occidentale, la conscience, c'est quelque chose qui émerge de l'activité de la matière et donc de l'activité du cerveau en particulier. Juste 2 mots sur la théorie de l'information intégrée, donc la théorie concurrente à celle de l'espace de travail global. La théorie de l'information intégrée, ça dit que tout système qui traite de l'information, qui intègre de l'information, va avoir un certain degré de conscience. Ils ont associé un paramètre mathématique. Et donc, plus ce paramètre est élevé, plus un organisme est conscient. Sauf que ça s'applique aussi aux machines. C'est-à-dire qu'un smartphone est conscient, si on applique cette théorie. Un ordinateur est conscient. Internet est conscient, à un certain degré de conscience. Vous voyez, donc ça, c'est un peu inquiétant aussi, c'est les perspectives du transhumanisme aussi, qu'on a évoqué avec Philippe Bobola hier. Donc voilà, en tout cas, les 2 théories qui tiennent la corde pour l'instant sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Mais encore une fois, ils cherchent juste à expliquer qu'est-ce que c'est qu'être conscient. C'est pas la même chose. Donc la conscience, c'est ce par quoi tout apparaît, ce sans quoi rien n'apparaît. Et ça, bien les pionniers de la physique quantique, pour faire une petite parenthèse sur la physique quantique, ils avaient déjà compris ça. En fait, les découvreurs de la physique quantique au début du XXe siècle, la plupart, Niels Bohr, Schrödinger, etc., et plusieurs autres, ils se sont tournés vers les spiritualités orientales, vous savez. Il y en a un qui s'est intéressé, l'autre plus au taoïsme, l'autre plus à l'hindouisme, d'autres plus au bouddhisme, etc. Mais ils se sont tous penchés sur ces traditions-là, en comprenant qu'effectivement, il fallait d'abord un observateur conscient pour que quelque chose apparaisse, y compris dans leurs expériences de laboratoire. Donc,
pendant quelques années, les physiciens matérialistes ont essayé d'évacuer cette question de l'observateur. Et ils n'ont pas réussi, en fait. L'observateur, il revient tout le temps. On a des expériences aujourd'hui qui montrent qu'un même phénomène quantique, donc à l'échelle des particules, observé par deux observateurs, il ne va pas être vu de la même façon. Les deux observateurs vont voir deux choses différentes en regardant le même phénomène. Donc la conclusion évidente, c'est que ce qui apparaît dépend de l'observateur, dépend de la conscience de l'observateur. Donc c'est sujet à débat, hein, tout ça. C'est pas ce que je vous dis là, c'est pas une vérité absolue. Il faut distinguer en physique quantique ce qui relève de la science, et puis ce qui relève, enfin des expériences, et puis ce qui relève de l'interprétation des expériences. Si vous allez sur Wikipédia, vous regardez interprétation de la physique quantique, vous avez une trentaine de courants différents, avec des sous-courants, etc., sur qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait de ce que disent les expériences. Parce que les expériences, elles donnent toujours des résultats fiables. C'est-à-dire la physique quantique, c'est la science la plus vérifiée dans l'histoire des sciences. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Donc il n'y a pas de débat sur ce que montrent les expériences, mais il y a un débat infini sur ce que disent les expériences. Donc aujourd'hui, les courants les plus, là aussi, les plus en vue parmi les interprétations de la physique quantique, eh bien, ils reviennent à donner un rôle à nouveau prépondérant à l'observateur. Je peux en citer quelques exemples. Vous avez un courant qui s'appelle le réalisme participatif. Donc ça sous-entend que l'observateur participe. Un autre courant qui s'appelle le solipsisme convivial. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Un autre courant qui est le bayésianisme quantique. Tout ça, c'est très technique. Mais à chaque fois, ça dit que c'est l'observateur qui a une interaction avec ce qu'il observe. Et c'est cette interaction qui fait que quelque chose apparaît. Donc, on est confronté toujours à cette question de savoir si ce qui apparaît, c'est vraiment ce qui est là. Est-ce que le monde tel qu'il apparaît est le monde tel qu'il est? Ça, c'est une vieille question philosophique et qui n'est pas tranchée aujourd'hui. Mais pour beaucoup de chercheurs, eh bien non, le monde tel qu'il apparaît n'est pas le monde tel qu'il est. Ça renvoie à Kant aussi, bien sûr. On avait déjà ça aussi chez Platon. Il y a tout un courant philosophique. Kant distinguait vous savez, le phénomène, tout ce qui apparaît phénomène, et puis le noumen, ce qui est derrière les phénomènes. Et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs adhèrent à cette vision des choses qui consiste à dire qu'en fait, il y a ce qu'on peut appeler un arrière-monde. Hein, c'est ce qu'on appelle le monde invisible ici depuis le début de ce forum. Hein. Monde invisible. Il y a quelque chose derrière les apparences. Et qu'est-ce qui est derrière les apparences? Eh bien, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je vous l'ai dit dès le début, une supraconscience, une métaconscience ou quelque chose comme ça. Par exemple, il y a un chercheur hollandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernardo Kastrup, qui est un très très bon vulgarisateur de tout ça. Il est à la fois philosophe et scientifique, puisqu'il a travaillé sur des expériences à Genève, au CERN, au grand accélérateur de particules en tant qu'informaticien, etc. Et qui nous dit tout est conscience en fait. Même la matière est conscience. Donc la matière, ça existe, mais c'est quelque chose qui apparaît dans la conscience. La matière est une forme de conscience densifiée, cristallisée, si on peut dire. Certains emploient ces mots-là en tout cas. Et il dit donc on est dans un vaste océan de conscience en permanence. Tout est conscience. Et il n'y a qu'une seule conscience à la base de tout ça. Et donc il dit, dans cet océan de conscience, il y a des formes, il y a des vagues, il y a des vaguelettes, il y a des différentes formes comme ça à la surface de l'eau. Si on prend cette métaphore, ce sont les objets. Ce sont les objets matériels. C'est la forme simplement que prend localement l'océan de conscience. Et puis dans cet océan de conscience, il y a des tourbillons. Et les tourbillons,
sont les êtres vivants qui ont une conscience d'eux-mêmes. Donc le tourbillon tourne sur lui-même, il a une conscience de lui-même, c'est ce qu'on appelle la conscience réflexive. Pardon. Et donc, si on prend cette métaphore-là, elle est assez intéressante parce qu'il dit qu'est-ce qui se passe dans un état modifié de conscience. Eh bien, le tourbillon qui est localisé, mais qui n'est que de la conscience, qui n'est que de l'eau, hein, eh bien, il se déforme. Le tourbillon s'ouvre et il devient capable d'avoir des informations qui viennent d'autres tourbillons. C'est ce qu'on va appeler la télépathie, par exemple, ou la voyance, ou ce genre de phénomène inexpliqué. Et le tourbillon peut aller jusqu'à perdre complètement sa forme, à disparaître en fait dans l'océan. Et là, on vit ce qu'on appelle une expérience d'éveil. C'est-à-dire qu'on est identifié à la grande conscience. La petite conscience disparaît et on se retrouve identifié à la grande conscience. C'est ce que les traditions appellent l'éveil. L'éveil spirituel, vous le savez. Dans les traditions d'Inde et d'Asie dont je parle là, on distingue bien l'expérience d'éveil, qui est ponctuelle, et puis l'état d'éveil, qui est un état permanent dans lequel le tourbillon ne se reforme pas en quelque sorte. Il n'y a plus de tourbillon. Donc il n'y a plus personne. Hein, quand on lit des livres de non-dualité, vous savez, les gens disent l'individu a disparu, l'ego a disparu. Ça, c'est peut-être une bonne chose. Mais la personne a disparu, il n'y a plus personne. Donc, c'est le paradoxe qui consiste à dire personne ne s'éveille, puisque quand il y a éveil, il n'y a plus personne. Donc ça plonge dans des abîmes de perplexité, c'est intéressant, et en même temps on peut aller plus loin encore que ça. Parce que finalement, si on est des individus avec un corps, avec un ego, avec une personnalité, peut-être que ça a du sens aussi. Peut-être que c'est nécessaire. Donc je vais y revenir. Donc voilà pour cette parenthèse. Et le problème d'une théorie de la conscience, en plus, donc, c'est qu'elle ne doit pas seulement expliquer ce que c'est qu'être conscient versus être inconscient, c'est qu'elle doit rendre compte de toutes ces anomalies. Que sont les états modifiés de conscience, que sont les phénomènes parapsychologiques, etc. Et les anomalies, c'est pas ça qui manque. Vous savez que la science progresse grâce aux anomalies, en fait. Hein. La révolution de la relativité et de la physique quantique sont venues de petites anomalies, toutes petites anomalies dans un système qui fonctionnait très bien. Et en creusant ces anomalies, on s'est aperçu que finalement, il y avait toute une nouvelle physique qui était nécessaire. Donc c'est la même chose avec la conscience. Si on s'intéresse à certaines de ces anomalies, on voit qu'il y a besoin de ce renversement de perspective, de ce changement de paradigme dans lequel la conscience est la base de la réalité. Alors, on peut prendre quelques exemples assez parlants. Par exemple, les expériences de mort imminente. Vous connaissez sûrement ce phénomène. Donc là, il se trouve que je viens de terminer la traduction d'un livre de Raymond Moody, qui est le père des expériences de mort imminente, qui a fait connaître le phénomène en 1975 en publiant La vie après la vie. Donc tout le monde aujourd'hui sait, je pense, qui est Raymond Moody. Il faut savoir qu'il a publié La vie après la vie en 1975, il avait une trentaine d'années, donc il a poursuivi toute une carrière. Aujourd'hui, il a à peu près 80 ans, un peu plus. Donc pendant toutes ces années, il a été très actif et il a continué à travailler sur ces sujets-là. Il y a déjà plein de choses à dire sur l'expérience de mort imminente, mais par exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous savez que dans l'expérience de mort imminente, souvent la première phase, c'est ce qu'on appelle une décorporation. Personne sort de son corps, ou en tout cas elle a la sensation de sortir de son corps. Et souvent, ces témoins-là, ils nous disent, eh bien, en fait, je ne faisais qu'un avec ce que j'observais. Je n'étais pas, moi, sujet en train d'observer un objet, j'étais ce que j'observais. J'étais la pièce dans laquelle je me trouvais. Si quelqu'un sort de son corps là maintenant, il va dire « je suis toute la pièce ». Je suis dans toutes vos pensées, j'ai accès à tout, etc.
Donc il y a ce tourbillon qui se déforme, vous voyez. Ça, c'est un élément hyper important de l'expérience de mort imminente, hein, que la science n'explique pas du tout et pour laquelle elle se contente de dire c'est une hallucination, ce n'est pas possible. Et pourtant, on a des centaines, voire des milliers de témoignages de gens qui ont pu voir des choses qu'ils n'auraient pas pu voir depuis leur point de vue physique, et des choses qui ont été confirmées, hein. Vous savez qu'il y a plein d'anecdotes comme ça. Ça n'a pas pu être reproduit de manière satisfaisante dans des conditions scientifiques, sauf avec nos amis de Genève, Sylvie Létiola, Claude-Charles Fourier, avec Nicolas Fraisse, qui est un phénomène à lui tout seul. Mais ça ne fait pas consensus parmi les scientifiques pour des raisons de protocole, etc. Mais enfin bref, pour moi, il a produit des expériences hors du corps dans un cadre contrôlé et qui ont été validées. Mais Moody, à l'époque où il a publié La vie après la vie, il a dit attention, je ne pense pas que les expériences de mort imminente sont une preuve d'un au-delà, sont une preuve de la vie après la mort. Il avait une position philosophique qu'on appelle sceptique. Il refusait de conclure. Hein, le vrai scepticisme, c'est ça, c'est ne pas conclure. Et donc Moody disait, ce sont des expériences qui suggèrent beaucoup de choses, mais qui sont subjectives par nature. Donc il n'y a que la personne qui l'a vécu qui peut témoigner de ça et personne d'autre. Et puis il s'est mis à avoir d'autres témoignages, il s'est mis à avoir des témoignages plus extraordinaires encore, qui sont des témoignages de ce qu'on appelle des expériences de mort partagée. Donc là, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler aussi. Il avait écrit un premier livre là-dessus. Et donc son dernier livre, qui va s'appeler Les preuves de la vie après la vie, porte beaucoup là-dessus, sur ce qu'on appelle les expériences de mort partagée, sauf qu'il a encore élargi le concept. À la base, ce qu'on appelle l'expérience de mort partagée, c'est une expérience qui est vécue par des proches de quelqu'un qui est en train de mourir, donc quelqu'un qui est en fin de vie. Les proches ou des soignants même, infirmières, aides-soignants, médecins qui sont là, au moment où la personne passe de vie à trépas, en fait, eux aussi vivent une expérience d'état modifié de conscience. Ils peuvent voir la pièce se déformer, la géométrie de la pièce se déforme. Ils peuvent voir une lumière aussi. Ils peuvent voir le tunnel. Ils peuvent voir l'âme de la personne sortir sous forme d'une brume, d'une vapeur ou quelque chose comme ça et s'élever dans le tunnel jusqu'à former une silhouette. Ils peuvent voir des entités, des silhouettes aussi qui viennent accueillir le défunt dans le tunnel. Donc ils peuvent voir tout ça. Et puis ça s'arrête, ils reviennent dans leur situation ordinaire avec leur perception ordinaire. Vous voyez, ça c'est l'expérience de mort partagée. Et on a plein de témoignages comme ça. Plein de témoignages comme ça. Et Moody, il avait recueilli des témoignages comme ça dès le début en fait, de son travail, mais il les avait écartés, parce qu'il n'en avait pas beaucoup, et il s'était dit ça doit être une espèce d'aberration. Et donc, pour l'instant, je ne m'y intéresse pas. Puis, au fil des années, il s'est mis à recueillir de plus en plus de témoignages comme ça, donc il a considéré que c'était un sujet à part entière. Et là, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on a une expérience qui est objective, puisqu'elle est partagée par plusieurs personnes. Plusieurs personnes peuvent témoigner du fait qu'ils ont vécu ça, qu'ils ont eux aussi vu des choses comme ça, au moment du décès d'un proche. Par exemple, un des premiers témoignages qu'il a recueillis, il était étudiant en médecine, hein, il avait fait des études de philo d'abord, ensuite il a fait médecine, pour faire psychiatrie. Et il avait une prof de médecine qui était une femme très respectée du campus, professeure de médecine, qui lui a raconté que sa maman avait fait une crise cardiaque et qu'elle avait essayé de la réanimer donc par un massage pendant plusieurs minutes. Et qu'en fait, à un moment donné, elle-même s'est sentie sortir de son corps. Et elle s'est vue au-dessus de la scène où elle était en train de réanimer sa maman. Et d'un seul coup, elle a pris conscience qu'en face d'elle, il y avait le visage de sa mère, rayonnant, souriante, qui lui disait au revoir en quelque sorte. Et ensuite, elle s'est arrêtée, elle est revenue dans son corps, et puis elle a continué un petit peu le massage, et puis elle a arrêté, elle a compris que c'était fini. Donc voilà le genre de témoignage qu'il a eu. Mais il y a eu des choses encore plus extraordinaires, si on peut dire, notamment des témoignages qui impliquent du coup des témoins qui sont même à distance. Par exemple, lors d'une conférence en Italie, et ça j'en ai parlé avec
Raymond Moody, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, hein. Il me l'avait raconté, donc il l'a mise dans ses livres aussi. À la fin d'une conférence en Italie, il a été approché par un chirurgien italien. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est des médecins, des chirurgiens. Ça donne un certain crédit, bon, même, c'est pas une validité absolue, mais des gens a priori sérieux. Et donc, le chirurgien lui a raconté qu'il faisait une opération de routine sur un jeune homme, type appendicite ou je ne sais quoi, un truc pas grave, a priori. Mais une procédure chirurgicale, c'est toujours risqué, bien sûr. Et donc, à un moment donné, le cœur du patient s'est arrêté pendant l'opération. Et donc, le chirurgien s'est mis à le réanimer, à lui faire le massage cardiaque. Et il n'arrivait pas à faire repartir le cœur. Et donc, ça a duré un certain temps. Et puis, il était prêt d'abandonner, finalement, en se disant, mais c'est terrible, ce patient, il est jeune. Comment je vais expliquer à la famille qu'il est décédé sur la table d'opération, etc., etc. Et au moment où il allait arrêter, il y a quelqu'un qui est rentré en trombe dans le bloc opératoire, qui a ouvert les portes comme ça brutalement. Et c'était une femme qui était en furie. Et lui, il a cru que c'était une folle qui venait du pavillon psychiatrique d'à côté. Et en fait, cette femme lui a dit, docteur, n'arrêtez pas de réanimer mon mari. Il est venu me voir dans la salle d'attente pour me dire que vous pensiez qu'il était mort. Mais il n'est pas mort. Il faut continuer le massage. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Donc le chirurgien dit... alors il était stupéfait, bien sûr, et mécaniquement, il a repris le massage et il finit par faire repartir le cœur de son patient. Et quand le patient s'est réveillé donc en salle de réveil, il n'avait pas eu le temps de vous parler à sa femme et tout ça, hein. Il a parlé directement au chirurgien. Il lui a dit, docteur, j'étais au-dessus de mon corps, je voyais tout. J'essayais de vous dire que je n'étais pas mort, mais vous n'entendiez pas. Donc je suis allé voir ma femme dans la salle d'attente pour lui dire de venir dans le bloc pour vous convaincre de continuer la procédure de réanimation. Donc vous voyez que les deux témoignages se recoupaient parfaitement, quoi. Que faire avec ce genre de témoignage, si vous voulez là, vous êtes donc Moody, quand il entend ça, il dit je suis bien obligé d'admettre qu'il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'un au-delà, quoi, vraiment. Ça suggère très fortement l'existence d'un au-delà. Encore un autre exemple de Moody, toujours, c'est toujours avec un médecin, un chirurgien. Donc là, c'est le cas d'un artiste célèbre aux États-Unis qui s'appelait Jeff Olsen, qui était connu aux États-Unis, qui a un grave accident de voiture avec sa femme et ses deux enfants. Et dans l'accident, sa femme décède et un des enfants aussi. Lui est très gravement blessé, il a les jambes broyées, etc. Donc il se retrouve sur la table d'opération et le chirurgien l'opère pour essayer de le sauver. Et là, il y a une apparition dans le bloc opératoire, une apparition lumineuse, une silhouette en fait qui apparaît. Mais avant ça, en fait, le patient, le malade, donc, enfin le patient qui est opéré, lui-même vit une expérience de mort imminente dans laquelle il se retrouve face à sa femme qui lui dit il faut que tu vives, il faut que tu continues pour élever notre enfant, etc., qui est le survivant de l'accident. Et donc, après, dans le bloc, effectivement, au moment où le chirurgien opère ce patient, il voit apparaître une silhouette et il reçoit ce message, on va dire, par télépathie, qui est qu'il faut absolument sauver le patient parce qu'il doit rester présent pour son enfant qui est survivant de l'accident. Donc là aussi, les témoignages se recoupent et en fait, Monsieur Olsen, donc il n'avait pas parlé de ça à son chirurgien après l'opération, donc il a été sauvé, je crois qu'il était amputé d'une jambe ou un truc comme ça. Et il l'a revu plusieurs mois après parce qu'il en a fait un livre de cette histoire et il a voulu remercier le médecin en l'invitant à déjeuner, en lui offrant son livre, voilà, pour lui remercier de lui avoir sauvé la vie. Et donc il lui a raconté ça, qu'il était sorti de son corps, qu'il avait vu sa femme et tout ça. Et le médecin, il a dit, bah, écoutez, je savais que vous n'alliez pas mourir parce que votre femme est apparue dans le bloc pour me dire qu'il fallait que je vous sauve, etc. Donc là aussi, un témoignage qui se recoupe. Voilà le genre d'anomalie que toute théorie de la conscience doit pouvoir expliquer. Le problème, c'est que les neurosciences, elles partent du principe que la conscience, c'est ce que fait le cerveau, donc ça ne peut pas coller nécessairement. Il y a des cas aussi extraordinaires qu'on appelle la lucidité terminale.
Peut-être vous avez entendu parler de ça, lucidité terminale. On dit aussi lucidité paradoxale. Ce sont des gens qui sont en fin de vie avec des maladies neurodégénératives graves, type Alzheimer. Et ce sont des gens qui, depuis des semaines ou voire des mois, n'ont plus de présence lucide, consciente, n'ont plus de mémoire, ils ne reconnaissent pas leurs proches, ils sont incapables d'interagir avec leurs proches, ils sont incapables de se souvenir de qui ils sont, etc., etc. Et peu de temps avant de mourir, ils vont avoir un éclair de lucidité qui va durer quelques minutes à quelques heures, pendant lequel ils vont être à nouveau capables de reconnaître leurs proches, ils vont être à nouveau capables de se souvenir de qui ils sont, et ils vont être capables d'échanger de manière ordinaire avec les gens qui sont là, avec les proches. Et souvent, c'est pour dire un au revoir, un adieu, un pardon, etc. Et ces gens, en général, décèdent peu de temps après ça. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça lucidité terminale, parce que ça précède en général le décès de peu de temps. Ça peut être quelques jours, hein, mais en général, ça vient assez vite après. Et bah, souvent, les proches sont complètement abasourdis parce qu'ils pensent que la personne, du coup, elle est sortie d'affaire. D'une certaine manière, il y a une sorte de miracle qui s'est produit, la personne est guérie. Et finalement, non, c'était juste un épisode transitoire comme ça. Il y a un cas très célèbre qui date du début du XXe siècle, d'une femme qui était handicapée profonde depuis l'enfance. Ça passe en Allemagne, début du XXe siècle. Et elle n'avait jamais parlé, elle n'avait jamais interagi consciemment avec les gens, avec les soignants et tout ça. Elle n'avait jamais montré le moindre signe de présence consciente, si vous voulez. Et donc, elle avait fait des méningites à répétition dans l'enfance, etc. Donc, elle avait le cerveau gravement abîmé. Et à 26 ans, elle fait encore un épisode, je pense, type AVC ou quelque chose comme ça. Et en tout cas, d'un seul coup, elle se met à parler, elle se met à répondre, à échanger avec le médecin. Le directeur de l'institution est appelé, tous sont témoins de ça. Elle se met à chanter des chants religieux, des chants sacrés, etc. Et puis, quelques minutes après, elle meurt. Donc ce cas, il est resté dans la littérature parce que début du XXe siècle en Allemagne, il y avait déjà l'essor du parti nazi qui était eugéniste, qui voulait se débarrasser des handicapés, qui considérait que c'était des gens qui n'avaient pas d'intérêt à vivre parce qu'ils n'avaient pas d'âme, etc., etc. Et donc ce cas a été justement montré par les médecins, par les personnes qui se sont occupées de cette jeune femme, pour dire que si même les handicapés profonds, même apparemment incapables d'interaction, ont une âme et ont la capacité d'interagir, d'échanger, etc. Bref, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'articles de l'époque là-dessus. Donc ce cas est resté célèbre, mais on a beaucoup de cas contemporains, plein de cas contemporains de gens qui retrouvent la mémoire, alors que vous savez que dans Alzheimer, par exemple, le cerveau, la zone de la mémoire, la zone qu'on suppose être associée à la mémoire, elle est irrémédiablement détruite. Donc ça n'a pas de sens que ces personnes-là retrouvent leur mémoire. C'est impossible, en fait. C'est possible si on prend le problème à l'envers, en disant que le cerveau, il ne produit pas la conscience, la mémoire, etc., mais qu'il la capte, qu'il la filtre. Vous savez que c'est la thèse inverse, c'est la thèse du filtre. Le cerveau est quelque chose qui capte l'océan de conscience dont je parle et qui permet donc à cette conscience de s'exprimer à travers l'individu. Donc quand le cerveau est mis hors service, eh bien, en fait, les gens ont accès à une plus grande expérience de conscience. Donc comment est-ce que cette interface se fait? On ne sait pas, c'est le grand mystère, bien sûr, mais en tout cas, on ne peut pas expliquer ces phénomènes-là par la thèse matérialiste qui consiste à dire que la conscience est produite par le cerveau. Ça ne colle pas du tout. Et maintenant, je voudrais vous donner un autre exemple de ce qu'est un état modifié de conscience qui change
la vie aussi. Et il se trouve que ça résonne avec l'actualité parce que c'est un cas qui fait écho au conflit israélo-palestinien. Donc ça fait quelque temps que je parle de cet exemple et bien sûr depuis il y a eu tout ce que vous savez qui fait que ça prend encore plus de poids. Il y a eu une expérience faite par un chercheur à Londres qui travaille sur les psychédéliques, les substances psychédéliques. Je vais en dire quelques mots après si vous voulez, mais c'est une expérience qui a été faite avec l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est un breuvage chamanique. Je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des plantes de vision dans les tribus notamment d'Amazonie. Et l'ayahuasca donc, permet aux chamans, et puis à ceux qui le prennent pour des raisons médicales, d'avoir des visions et d'avoir des réponses dans leurs visions. Là encore, pour la science, c'est de l'hallucination. Mais pour les chamans, eux, c'est pas de l'hallucination, c'est des visions. Ils accèdent à un monde visionnaire, ils accèdent à l'autre réalité, l'autre monde. Donc il y a eu des expériences de fait avec des soldats israéliens, des ex-combattants israéliens et des ex-combattants palestiniens dans les mêmes sessions d'ayahuasca. Ces gens-là n'étaient pas là pour faire la paix, ils étaient là suite à des traumas effectivement de guerre, de conflit, mais dans un but d'élévation spirituelle. Donc ils se sont retrouvés à participer ensemble à des sessions. Et il y a eu des observations qui ont été faites sur plusieurs sessions, quelques dizaines de sessions si vous voulez, avec une bonne cinquantaine de participants différents. Et il y a plusieurs enseignements qui sortent de cette expérience. Ça a été publié dans une revue de pharmacologie, donc c'est de la science. Et les enseignements qui, moi, me parlent le plus en tout cas, c'est que d'abord, ces gens-là, dans l'expérience, eh bien, ils perdent leur identité. C'est-à-dire qu'ils se ressentent plus comme arabes, israéliens, juifs ou musulmans. Ils se ressentent d'abord comme êtres humains. Quand on va mourir, vous savez, on ne va pas nous demander si on est catholique ou bouddhiste ou quoi. Apparemment, d'après les témoignages. Et ça confirme ça. Ça confirme ça. Je ne dis pas que c'est pas important. On peut très bien s'épanouir spirituellement dans une voie religieuse, mais c'est pas ce qui nous définit, quoi. Donc ces gens-là perdent cette notion-là, cette notion d'être identifié à un groupe religieux, groupe ethnique, groupe national et tout ça. Ensuite, ils vivent une sorte de communion avec la terre. La terre, donc là où se passaient ces expériences, c'était en Israël, je crois en tout cas au Proche-Orient, et ils vivent cette communion avec la terre et ils vivent la souffrance de la terre qui a bu tant de sang depuis tant d'années. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, vous avez plusieurs cas où des gens ont revécu des scènes de conflit, mais ils les ont revécues du point de vue de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, un soldat d'élite israélien a revécu un raid auquel il avait participé sur une habitation dans la bande de Gaza. Il a revécu le raid du point de vue de son unité, où il rentre, il casse la porte, il voit une famille terrorisée, il voit un gars s'enfuir, etc. Et ensuite, il y a eu un blackout, et il a revécu la même scène du point de vue d'un membre de la famille palestinienne, avec toute la terreur associée, de voir arriver ces gens masqués, armés, etc. Et il a ressenti toutes les émotions associées à ça. Et il y a plusieurs cas comme ça, où en fait, l'ayahuasca, l'esprit de la plante, dans la conception chamanique, leur a fait voir ça. Leur a fait voir ça, qu'ils étaient l'autre, en fait. Qu'il n'y avait pas de distinction, il n'y avait pas de différence entre eux et l'autre. Et ça, c'est aussi un des éléments qu'on a dans les expériences de mort imminente. Si vous avez lu quelques témoignages, vous savez que dans l'expérience de mort imminente, il y a souvent ce qu'on appelle la revue de la vie, où la personne revoit toute sa vie. Et très souvent, dans les épisodes clés un peu de sa vie, des épisodes de conflit, des choses comme ça, eh bien, on revit les choses du point de vue de l'autre aussi. On revit les choses du point de vue de la personne à qui on a fait du mal, par exemple.
Ouais, simplement vis-à-vis de laquelle on a manqué d'amour, voilà. Enfin bref, les témoins reviennent avec ça, comme une leçon de vie très forte. Donc voilà ce qu'on peut vivre aussi sous ayahuasca. De toute façon, il y a eu plein de comparaisons de fait entre l'expérience de mort imminente et l'expérience psychédélique. Il faut savoir, je pense que vous le savez aussi, que les psychédéliques aujourd'hui, c'est une révolution en cours dans la santé mentale, hein, puisque on s'est aperçu que les substances psychédéliques, donc aussi bien traditionnelles, c'est-à-dire ayahuasca, peyote, peyote, euh, bref, ça m'échappe, mais vous savez qu'il y a plein de substances utilisées dans le chamanisme, les champignons, psilocybine, champignons amanite tumouche, etc. Tout un tas de champignons qui sont utilisés dans le chamanisme, mais aussi les substances de synthèse comme le LSD et même l'ecstasy, qui n'est pas tout à fait un psychédélique, mais bref, ça rentre dans la même catégorie de ce point de vue-là. Ce sont des substances hyper efficaces pour traiter des troubles de, de santé mentale de type dépression, stress post-traumatique, justement. Là aussi, il y a eu des expériences faites avec des vétérans de guerre. Anxiété, tout ce qui est trouble de l'humeur, quoi, trouble de la dépression, plus ou moins grave. Et c'est extrêmement efficace. En quelques sessions, des gens sont guéris alors qu'ils prenaient des psychotropes depuis des dizaines d'années, sans vraiment d'effet. Et c'est aussi très utile, très efficace pour traiter les addictions. Ça, c'est un paradoxe parce que beaucoup de gens continuent à penser que les psychédéliques sont des drogues. Et on se dit, mais on va traiter la dépendance à une drogue avec une autre drogue, c'est absurde. Les psychédéliques ne sont pas des drogues. Voilà, il faut se le mettre dans la tête. J'encourage pas spécialement à la consommation. Mais ce ne sont pas des drogues, ce sont des substances qui aident justement à lutter contre les addictions à l'héroïne, à la cocaïne, à l'alcool, au tabac, etc., etc. Et il y a eu plein d'études cliniques. J'en ai fait un bouquin avec Olivier Chambon, qui est psychiatre, qui est le pionnier dans ce domaine. Des dizaines et des dizaines d'études cliniques qui montrent ça, sans aucun doute possible. Donc il y a une réticence, bien sûr, en France, on va être le dernier pays à y venir, mais il y a même des études cliniques en cours à Paris sur notamment la lutte contre l'alcoolisme, avec le LSD, je crois. Bref, donc vous voyez qu'il y a un gros potentiel dans ces substances-là. Le problème, c'est que l'industrie pharma ne sait pas comment breveter ces substances qui, pour la plupart, sont naturelles, sont hors brevet, et donc ils ne savent pas comment faire de l'argent avec ça, puisque ce sont des molécules qui sont en accès libre, quoi, dans la nature. Et quand c'est des substances de synthèse, elles sont tombées hors brevet, comme on dit, depuis longtemps. Donc ils changent un petit truc dans la formule pour pouvoir mettre un brevet et pour pouvoir le vendre. Et ça se fait, hein, il y a déjà des cas comme ça. Avec la kétamine, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez les genres d'anomalies qu'une théorie de la conscience doit pouvoir expliquer. Et de fait, ça s'explique, tous ces phénomènes, en fait, s'expliquent beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, si on considère qu'il y a effectivement un substrat de conscience primordial à partir duquel émerge le réel. Et vous avez aujourd'hui des travaux très sérieux dans ce domaine-là. Il y a, pour ceux qui veulent creuser, un chercheur en neurosciences qui s'appelle Donald Hoffman, à l'Université de Californie, qui a conçu un modèle dans lequel il théorise en fait un substrat de conscience primordial qu'il a mathématisé, on va dire, à partir duquel il fait émerger la matière, l'espace, le temps et l'énergie et tout ce qu'on connaît qui fait notre espace ordinaire. Et donc ça, c'est des maths. Et il peut faire des prédictions scientifiques. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans une théorie scientifique, si on peut faire des prédictions, eh bien, ça permet de valider ou non le modèle, si vous voulez. Donc il fait des prédictions sur des interactions entre particules, et il fait des prédictions sur ce qui va se passer au niveau des gluons, à l'intérieur du proton. C'est très technique, mais il peut faire des prédictions qui peuvent être vérifiées dans les grands accélérateurs de particules. Et Donald Hoffman, en gros, il nous dit, mais en fait, l'évolution, elle n'a pas favorisé
euh, une complexification du cerveau pour que nous puissions percevoir la réalité, mais au contraire, elle a favorisé un système qui consiste à nous cacher la réalité telle qu'elle est. Donc on a ce qui apparaît, mais ce qui est vraiment là, on ne le voit pas. Donc pour lui, le monde tel qu'il apparaît, c'est comme un écran d'ordinateur sur lequel il y a des icônes. Un écran, vous voyez, un écran avec des icônes. Et les icônes sont les objets, sont les personnages, sont ce qui apparaît devant nous. Mais la réalité, c'est ce qui est derrière l'écran. Et les icônes renvoient à des dossiers, renvoient à des fichiers, renvoient à des choses qu'on serait incapable de comprendre parce qu'en fait, c'est des suites de 0 et de 1. Et nous, ça nous apparaît sous forme d'icônes, donc c'est pratique. Mais ce à quoi ça renvoie, c'est inintelligible pour nous. Vous voyez, donc la métaphore, elle fonctionne là aussi assez bien, je trouve, parce que quand on lui dit, mais si tout ça, c'est juste des icônes, pourquoi est-ce que vous ne mettez pas sur les rails en attendant que le train passe? Eh ben, il dit, je ne suis pas fou, je prends mes icônes au sérieux, je ne vais pas jeter mes icônes à la poubelle, mes dossiers, mes fichiers sur mon ordinateur, je ne vais pas les mettre à la poubelle sans réfléchir. Je prends mes icônes au sérieux, mais je ne les prends pas littéralement. Voilà ce qu'il répond. Ce n'est pas... C'est une représentation de ce qui est vraiment là, mais ce n'est pas ce qui est vraiment là. Vous voyez la différence? Une autre façon de le dire, c'est Bernardo Kastrup qui dit qu'on est comme dans un cockpit d'avion et on n'a que des instruments en fait. Les fenêtres sont opacifiées et on n'a accès qu'à des mesures, à des valeurs, à des grandeurs, la vitesse, la masse, euh, la hauteur, la longueur, le poids, toutes sortes de trucs, le spin, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est comme des mesures sur des écrans. Et on a accès à ça. Mais ce qui est vraiment de l'autre côté des vitres de l'avion, on peut pas y accéder. Sauf dans les états, justement, de conscience modifiés, type ceux qu'on a vus là. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que si nous sommes le produit, en quelque sorte, d'une seule vaste conscience, et que tout est un, ça veut dire que nous sommes cela. C'est ce qu'on dit dans l'hindouisme, dans les Upanishads, nous sommes je suis cela, tu es cela. Chacun de nous est cela. Comme la vague est l'océan. D'accord? Parce qu'on ne peut pas dire où s'arrête la vague et où commence le reste de l'océan. Donc on dit la vague est l'océan. La vague est l'océan parce que la vague a la nature de l'océan. C'est une image qui est souvent prise dans ces traditions. Et donc nous sommes Dieu en fait. Alors bien sûr, on nous a caché ça pour pas que la tête éclate. Mais ça revient à ça en fait. Ça revient à ça. Et en même temps, on peut prendre conscience de ça, que nous sommes cette supraconscience primordiale qui s'exprime à travers nous, qui se connaît elle-même à travers nous. Hein, on a souvent ça aussi. Elle se connaît à travers les expériences que nous faisons. Nous sommes la vaste conscience qui se connaît elle-même à travers toutes les expériences que nous vivons. Et donc, ça a du sens d'être un individu. Par exemple, dans les dialogues avec l'ange, qui est une référence importante pour moi, on lit des phrases très importantes sur l'individualité. On lit que sous la surface de l'eau, c'est-à-dire derrière les apparences, la terre émerge, mais à la surface de l'eau, l'air est vide. Et soudain, à la surface de l'eau émerge une île, puis plusieurs îles. L'île est l'individu. Si l'île n'émerge pas à la surface de l'eau, eh bien l'ange n'a pas d'endroit où poser son pied pour descendre. Si nous ne nous élevons pas, lui ne peut pas descendre vers nous. Il y a un mouvement dans les deux sens. Donc ça, c'est une des images utilisées dans les dialogues avec l'ange. L'individu, l'île est nécessaire. C'est pas pour rien que les animaux n'ont pas d'individualité, alors que nous, oui. Vous voyez, donc la quête de spiritualité des années 70, qui consistait à les perdre, l'ego, perdre la personne, etc.,
en allant en Inde, c'est pas la fin de l'histoire. On peut effectivement vivre ça, vivre l'éveil, connaître l'éveil, et puis comprendre qu'on est aussi un individu avec une raison d'être. Parce qu'on a chacun notre façon de faire l'expérience du monde, une façon qui est unique. Et que donc c'est important d'accepter cette individualité-là. Jung a beaucoup réfléchi là-dessus, bien sûr, c'est ce qu'il appelait le processus d'individuation. L'individuation, c'est l'individu qui est un individu, mais qui reste relié à tout ce qu'il y a autour de lui, la nature, la planète, les autres êtres vivants, les autres êtres humains, et puis le monde invisible, les esprits, tout ça. Mais c'est un individu néanmoins. Alors que nous, on est dans une société où on n'est pas individué, on est individualisé. En tout cas, on nous pousse, non pas à nous individuer, mais à nous individualiser. C'est-à-dire à être compétitif, à être meilleur que les autres, à être concurrentiel, etc. etc. C'est le drame, c'est un des drames, on peut dire, de nos sociétés. Donc être un individu, oui, avec un corps, avec une personnalité, avec même un ego. Mais l'ego, c'est piégeux parce que l'ego, c'est l'idée qu'on se fait de soi-même. Donc l'ego, c'est pas l'ennemi nécessairement, mais il faut pas que ce soit le maître. On dit dans plusieurs traditions là aussi que l'ego doit être le serviteur et non le maître. Mais du coup, l'ego est nécessaire. Il a sa raison d'être, en tout cas lui aussi. Vous savez que personne, le mot personne, ça vient du latin qui veut dire masque. Donc la personne, l'image que nous donnons de nous-mêmes, c'est comme un masque. C'est le masque que mettaient les acteurs du théâtre antique pour que leur voix résonne. Personne, pour que ça sonne, pour que la voix sonne. Personne, ça vient de là. Donc la persona, chez Jung, l'archétype de la persona, c'est l'image que nous donnons à voir de nous-mêmes. Et il peut y en avoir plusieurs. On peut avoir plusieurs personas, selon qu'on est entre amis, en famille, au travail, dans différents cadres. On montre un visage de nous-mêmes qui peut être sensiblement différent. Tout ça, ce sont nos personas. Mais ce n'est pas qui nous sommes, fondamentalement. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout de mon temps de parole. Donc je vous laisse méditer là-dessus et je vous remercie beaucoup pour votre attention.